On disait autrefois que le Burkina Faso n'était qu'un point oublié dans le désert, sans mer, sans pétrole, sans avenir. Pourtant, sous ce sable, une volonté s'est levée, plus solide que l'acier, plus claire que la lumière du Sahel. Comment un pays jadis dépendant peut-il, en moins d'une décennie, redéfinir la souveraineté africaine? Et quel rôle y joue Ibrahim Traoré? Car quand une nation apprend à produire, à guérir et à briller seule, le monde entier est forcé de regarder autrement. Ce récit n'est pas celui d'un miracle soudain, mais d'un plan méthodique où chaque pierre, chaque goutte d'eau, chaque rayon de soleil raconte une conquête. Ce que le Burkina Faso tente de bâtir sous la conduite d'Ibrahim Traoré, c'est une indépendance tangible, mesurable, vécue au quotidien. Une souveraineté qui ne dépend ni des dons, ni des ordres venus d'ailleurs, mais du travail de ses propres mains. Le bénéfice est clair, reprendre le contrôle du destin collectif pour qu'aucun Africain n'ait plus jamais à mendier sa dignité. Mais l'enjeu est immense, tenir tête à des décennies de dépendance économique et psychologique. Ce défi, autrefois jugé impossible, devient aujourd'hui une expérience grandeur nature que le monde observe, fasciné. Et la question demeure, jusqu'où un peuple peut-il aller quand il décide enfin d'agir par lui-même? En moins de 5 ans, 10 projets majeurs ont vu le jour sur le sol burkinabé. Usines, routes, hôpitaux, barrages et centrales solaires. Près d'1 million de citoyens bénéficient déjà d'infrastructures issues de cette dynamique nationale. Mais derrière ces chiffres se cache une bascule historique. Un pays longtemps classé parmi les plus pauvres du monde est devenu un laboratoire de souveraineté. Là où l'on importait tout, on apprend désormais à produire. Là où l'on dépendait des devises, on crée des circuits internes de valeur. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, l'État a fait le pari de la réappropriation complète. Ressources, énergie, finances et données. Ce n'est plus seulement une politique, c'est un changement de mentalité. Les ingénieurs formés à Ouagadougou remplacent peu à peu les experts étrangers, les coopératives agricoles remplacent les chaînes d'aide humanitaire et les jeunes diplômés restent pour bâtir au lieu d'émigrer. Ce mouvement ne naît pas du hasard, mais d'une logique claire. Chaque domaine conquis par la compétence locale devient un bastion de liberté réelle. Dans les villages naguère silencieux, on entend désormais le bourdonnement des ateliers et les rires des enfants sous la lumière de Yélène. Dans les villes, les marchés s'étendent, les routes pavées relient les producteurs aux consommateurs et l'idée même de dépendance commence à s'effriter. Ce qui était une utopie devient un modèle d'ingénierie patriotique dont le principe fondateur se résume ainsi: ne rien attendre, tout entreprendre. Et tandis que les nations voisines observent ce redressement inattendu, une conviction s'impose. Si un pays enclavé peut se relever seul, c'est que l'Afrique n'a jamais manqué de force, mais de permission d'y croire. À Tenkodogo, un homme nommé Moussa, ancien chômeur, dirige aujourd'hui une petite équipe de maçons. Son chantier, modeste mais symbolique, fait partie du programme Faso-Mayo, l'un des premiers projets de reconstruction urbaine initiés sous Ibrahim Traoré. Chaque brique posée y représente plus qu'un mur, une preuve qu'un citoyen ordinaire peut redevenir acteur de l'histoire nationale. Autrefois dépendant de contrats étrangers, le secteur du bâtiment emploie désormais plus de 70% de main-d'œuvre locale. Et l'effet d'entraînement s'étend, les artisans apprennent de nouvelles techniques, les ingénieurs jeunes sont promus superviseurs et les femmes créent des ateliers de menuiserie pour fournir les matériaux. Ce renversement ne tient pas seulement à l'investissement public, il repose sur un changement de regard collectif. Quand un peuple se voit capable de bâtir son propre toit, il se découvre le droit de rêver plus haut. L'énergie solaire de Yélène éclaire désormais ses quartiers, l'eau du barrage de Zigadeux y circule, et les familles s'installent avec un sentiment inédit de sécurité. Dans chaque sourire d'enfant sous un toit neuf, on lit une victoire silencieuse. La souveraineté cesse alors d'être une idée abstraite pour devenir une sensation concrète, celle de vivre dignement de son propre effort. Et dans ce mouvement de reconstruction, le rôle d'Ibrahim Traoré n'est pas celui d'un sauveur, mais d'un catalyseur, celui qui a montré que l'action locale, multipliée par la foi collective, peut rebâtir une nation. Tout a commencé par un geste simple. Refuser de vendre les tomates du pays à perte. Pendant des années, les paysans burkinabés regardaient leur récolte
pourrir au bord des routes avant de les voir revenir d'Europe en boîtes étiquetées produits transformés. Cette humiliation, répétée génération après génération, a déclenché une colère silencieuse. C'est là qu'Ibrahim Traoré a posé le premier acte de rupture. Une usine de transformation financée à hauteur de 8 millions de dollars, baptisée Red Gold Factory. Dans ces halls métalliques, les fruits rouges sont devenus symboles d'émancipation. Chaque boîte vendue sous le label Made in Burkina Faso rappelle que la valeur d'un effort ne se décide plus ailleurs. Puis la dynamique s'est propagée. Des champs aux routes, des routes à la lumière. Le projet autoroutier Bobo-Dioulasso Côte d'Ivoire a relié le cœur agricole du pays à l'océan, ouvrant la voie à une indépendance logistique sans précédent. Sur les nouvelles routes, les camions transportant les tomates du sud, le bétail du nord, les matériaux du centre, les marchés revivent, les échanges s'accélèrent et la dépendance s'effrite, kilomètre après kilomètre. Vient ensuite la lumière, le programme Yellen, né d'une phrase restée célèbre d'Ibrahim Traoré, « La lumière n'est pas un luxe, c'est une libération ». En 3 ans, plus de 150 villages ont été électrifiés. Des milliers d'enfants étudient désormais le soir, les hôpitaux fonctionnent sans générateur et la nuit n'est plus synonyme de peur. Ce fut le second tournant. Le troisième, et ce qui est venu avec l'eau, le barrage Ziga 2, conçu et construit par des ingénieurs burkinabés, a redonné vie à la capitale et à ses plaines environnantes. À chaque projet, le même schéma, un besoin vital, une réponse locale, une exécution collective. Et à chaque fois, une certitude renforcée. L'indépendance n'est pas décrétée, elle se bâtit. Les observateurs étrangers ont d'abord parlé de hasard, puis d'idéalisme. Mais le calendrier ne ment pas. En 4 ans, les infrastructures ont doublé, les importations de denrées ont chuté de 30% et le PIB industriel a progressé de 12%. Derrière ces chiffres, une révolution discrète s'impose, celle d'un peuple qui a cessé d'attendre et qui agit, guidé non par la colère, mais par la conviction que la dignité s'obtient par le travail. C'est cette trajectoire, à la fois technique et morale, qui marque la véritable naissance du Burkina Faso nouveau. Les chiffres racontent mieux que les slogans la portée de cette transformation. En 2019, à peine 18% des foyers ruraux disposaient d'un réseau fonctionnel. En 2024, la couverture dépasse 54%, soit une hausse de 36 points. Ce bond n'est pas qu'énergétique. Il marque la première fois où la lumière est produite, distribuée et entretenue par des équipes locales. Chaque panneau solaire installé équivaut à un vote silencieux pour l'autonomie. La sécurité alimentaire progresse également. Grâce à la Red Gold Factory et aux coopératives associées, plus de 2400 agriculteurs bénéficient désormais de contrats stables et d'un prix d'achat garanti. Le revenu moyen des producteurs de tomates a été multiplié par 3,2 depuis 2020. Ce n'est pas un miracle économique, c'est un rééquilibrage de la chaîne de valeur. Quand la sueur du paysan n'alimente plus les marges étrangères, elle devient capital national. En matière de santé publique, l'hôpital régional de Bobo-Dioulasso, inauguré en 2023, reçoit en moyenne 1200 patients par jour, soit 4 fois plus que les anciennes structures combinées. Les taux de transfert vers la capitale ont chuté de 62%, libérant des milliers de familles du coût des déplacements. Cette amélioration ne tient pas à des dons extérieurs, mais à la réallocation directe des recettes minières et agricoles. Sous la direction d'Ibrahim Traoré, chaque franc récupéré d'un secteur dépendant a été injecté dans un service vital. Cette politique d'équilibre interne a produit une courbe rare sur le continent, croissance soutenue sans explosion de la dette. De 54% du PIB en 2020, la dette publique est redescendue à 39% en 2024, tout en maintenant un taux d'investissement supérieur à 18%. Les économistes y voient une anomalie positive, celle d'un État qui finance sa reconstruction par sa propre activité. Mais au-delà des graphiques, un autre chiffre résume cette veine. 86% des Burkinabés interrogés déclarent croire à la possibilité d'une indépendance complète. Ce n'est pas un slogan officiel, c'est une donnée sociologique. Et si ces indicateurs convergent, c'est parce qu'ils traduisent une idée simple que martèle Ibrahim Traoré depuis le début. La souveraineté n'est pas un rêve, c'est une méthode mesurable. Cependant, des critiques persistent. Certains estiment qu'un pays enclavé sans ressources massives ne pourrait soutenir un développement endogène durable.
Selon eux, l'absence d'accès maritime, la faiblesse du capital initial et la volatilité régionale condamneraient à terme cette expérience d'autosuffisance. D'autres soulignent un risque géopolitique. Rompre avec les anciens partenaires pourrait isoler le Burkina Faso sur les plans diplomatiques et commerciaux. Il rappelle que la stabilité du Sahel dépend encore d'alliances financières extérieures et que l'autonomie totale pourrait fragiliser les équilibres régionaux. Mais ces critiques omettent un fait concret, la dépendance coûte déjà plus qu'elle ne protège. En 2021, plus de 42% du budget national provenait d'aides internationales. 3 ans plus tard, cette proportion est tombée à 18% sans effondrement des services publics. Au contraire, les infrastructures ont augmenté, la dette a reculé et les exportations agricoles ont dépassé pour la première fois les importations alimentaires. Ce n'est donc pas un repli idéologique, mais une stratégie d'efficacité budgétaire. De plus, l'intégration régionale n'a pas disparu, elle s'est redéfinie. Les échanges avec le Mali et le Niger se sont intensifiés, fondés sur des accords de complémentarité plutôt que de dépendance. Là où l'Occident voyait une rupture, les voisins ont vu une ouverture, celle d'un axe souverainiste qui partage la même volonté de contrôle local. Enfin, les investissements nationaux ont prouvé qu'un pays peut attirer le capital sans renoncer à ses conditions. Les entreprises étrangères opérant à Ouagadougou doivent désormais employer 80% de main-d'œuvre burkinabé. Et les résultats, loin d'être négatifs, montrent une productivité accrue. Pour Ibrahim Traoré, la véritable question n'est pas de savoir s'il faut fermer les portes, mais de choisir qui détient la clé. Le pragmatisme, plus que le discours, devient la doctrine d'une souveraineté appliquée. Un second souffle anime désormais le pays. Au moment où la lumière de Yélène atteignait son dernier village, le regard du pays s'est tourné vers ce qu'il restait encore à libérer, la santé, l'eau, l'habitat. C'est dans ce renouveau que le leadership d'Ibrahim Traoré s'est affirmé, non comme un commandement vertical, mais comme une coordination d'énergie locale. L'hôpital de Bobo Dioulasso, né de cette vision, n'est pas une prouesse architecturale, c'est une déclaration d'égalité. Chaque salle équipée, chaque infirmier formé sur place, chaque patient soigné sans devoir quitter son pays, ajoute une pierre à la souveraineté vécue. Les sceptiques y voient un hasard politique, les témoins un tournant moral, car quand la vie elle-même devient accessible sans tutelle extérieure, un peuple cesse d'être dépendant. Une scène illustre ce changement, une mère tenant son enfant dans ses bras sous la lumière de Yélène. Cette image résume la moitié du chemin parcouru. La souveraineté cesse d'être une ambition d'État pour devenir une émotion populaire, et c'est là que l'histoire du Burkina Faso prend son sens le plus profond. Les conséquences de cette mutation s'étendent bien au-delà des statistiques. Dans les campagnes, les foyers ruraux disposent enfin d'eau propre et d'électricité stable. Les femmes n'ont plus à marcher des kilomètres pour puiser de l'eau boueuse et les enfants peuvent étudier la nuit sans lampe à pétrole. Les revenus agricoles ont triplé dans certaines provinces, transformant la pauvreté chronique en sécurité alimentaire durable. Ce changement n'est pas spectaculaire à la télévision, mais il réécrit la notion même de progrès. Les petites industries locales, qu'il s'agisse de l'agroalimentaire, du textile ou de la construction, deviennent les nouveaux moteurs de croissance. Les crédits de la Burkina Bank, créés sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, ont permis à plus de 8000 micro-entreprises d'émerger. Les produits Made in Burkina Faso commencent à conquérir les marchés voisins, notamment au Niger et au Mali. L'économie circulaire s'installe peu à peu comme une norme, réduisant la dépendance aux importations. Les ministères, autrefois dépendants de bailleurs étrangers, gèrent désormais leur budget interne. Les recettes issues des infrastructures et de la transformation locale alimentent directement les programmes de santé et d'éducation. La gouvernance numérique, via le pacte digital, assure transparence et traçabilité des dépenses publiques. Chaque contrat signé est archivé sur des serveurs nationaux et pour la première fois, les données stratégiques du pays n'appartiennent qu'à lui. Le Burkina Faso devient aussi un pôle d'influence inattendu au sein du Sahel. Les nations voisines observent, puis adoptent, certaines réformes inspirées par cette trajectoire. Des coopérations souverainistes émergent, fondées non sur la dette, mais sur l'échange équitable de ressources et de savoir-faire. Le pays passe du statut de bénéficiaire d'aide à celui de référence d'indépendance.
Ce tissage de résultats compose une toile nouvelle. Un État où chaque maillon, citoyen, producteur, fonctionnaire, ingénieur, participe à la même équation. Et quand Ibrahim Traoré affirme que la liberté ne se déclare pas, elle se construit, ce n'est plus une formule, c'est un inventaire vivant. L'indépendance cesse d'être une ligne dans les discours pour devenir un équilibre collectif, palpable, mesurable, africain. L'avenir du Burkina Faso se joue désormais sur 3 trajectoires possibles. Si la dynamique actuelle se maintient, le pays atteindra une croissance comprise entre 6 et à 7% en 2025. Les exportations agricoles continueront d'augmenter, tirées par l'industrie de transformation et la stabilisation énergétique. Les investissements publics resteront soutenus mais prudents, concentrés sur l'eau, la santé et le numérique. Dans cette hypothèse, le modèle burkinabé consoliderait sa position sans rupture majeure, ancrant la souveraineté dans la régularité. Dans un scénario plus ambitieux, si les programmes régionaux de coopération avec le Mali et le Niger aboutissent, l'intégration sahélienne pourrait créer un corridor économique inédit. La mise en réseau des infrastructures, routes, data centers, production solaire générerait un effet d'entraînement supérieur à 2 points de PIB supplémentaires. Ce scénario repose sur la stabilité sécuritaire et la confiance internationale retrouvée. Il placerait le Burkina Faso comme centre d'innovation politique du Sahel, un modèle africain d'équilibre entre indépendance et coopération. Mais des défis subsistent. Si les tensions extérieures persistent, les pressions économiques pourraient ralentir la marche en avant. Une hausse des coûts de production ou une mauvaise saison agricole exposerait les populations rurales à une nouvelle fragilité. Mais même dans cette hypothèse, les bases construites, énergie, eau, infrastructures locales, limiteraient la casse et préserveraient l'autonomie essentielle. Car le pays a désormais un amortisseur, son propre réseau productif. Dans tous les cas, le facteur décisif reste le même, la continuité institutionnelle et la discipline économique. Les promesses ne suffisent plus. Il faut mesurer, corriger, documenter. Et c'est précisément la démarche que défend Ibrahim Traoré, convaincu que la transparence vaut mieux que la rhétorique. Si les citoyens voient où va chaque franc, alors la confiance se transformera en moteur national. Le futur du Burkina Faso ne dépend plus d'un pari, mais d'une méthode, celle qui transforme la volonté en économie réelle. Il ne s'agit plus seulement du Burkina Faso. Ce qui s'y joue parle à chaque Africain qui a un jour douté de la valeur de sa propre main. Quand un pays sans mer, sans pétrole, sans appui extérieur réussit à éclairer ses villages, nourrir ses familles et former ses ingénieurs, il prouve que la dignité n'a pas de prix. Ce message traverse les frontières, du Sénégal à la Tanzanie, du Congo au Cap-Vert. Il dit à ceux qui ont grandi sous l'ombre de l'aide, le salut ne vient pas de ce qu'on reçoit, mais de ce qu'on construit. Pour les jeunes, cette histoire devient un repère. Elle montre qu'un diplôme n'a de sens que s'il sert la communauté. Pour les femmes, elle prouve que la souveraineté commence aussi dans la cuisine, dans l'atelier, dans la ferme, là où la vie prend racine. Pour la diaspora, elle ouvre un champ d'espérance, celui d'un retour utile, fondé sur le partage de compétences et non sur la nostalgie. L'expérience burkinabé n'est pas un conte patriotique, c'est une invitation. Elle demande « Et si chaque pays africain décidait de réparer d'abord ce qu'il a avant de réclamer ce qu'il n'a pas ?» Cette question résonne parce qu'elle touche à l'essentiel, la responsabilité partagée. Le progrès n'appartient pas à un gouvernement ou à un chef, il appartient à un peuple en mouvement. Et si l'on comprend cela, alors le regard porté sur l'Afrique ne sera plus celui de la pitié, mais de la reconnaissance. La souveraineté ne se décrète pas, elle s'organise. Voici comment le Burkina Faso trace sa feuille de route. D'abord, produire ce qu'il consomme. L'agriculture locale reçoit un appui technique continu. Irrigation solaire, semences résistantes, stockage réfrigéré. Objectif, réduire de 40% les importations alimentaires d'ici 2026. Chaque tonne produite et vendue sur place devient un pas vers l'indépendance. Ensuite, transformer avant d'exporter. Les filières tomates, coton et cuir ont été réorganisées autour de coopératives mixtes. Des usines régionales à Bobo-Dioulasso et Koudougou assurent la valeur ajoutée sur le territoire. L'État, sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, garantit que 70% de la chaîne de transformation reste nationale.
puisse former pour durer. Les universités techniques ouvrent des pôles spécialisés, énergie, numérique, santé, agriculture. Chaque diplômé intègre un programme de mentorat lié à une entreprise publique ou coopérative. La compétence devient la première matière première du pays. Aussi, sécuriser la transparence. Grâce au PAC digital, tous les marchés publics sont enregistrés et accessibles en ligne. Les citoyens peuvent suivre les budgets en temps réel. La confiance institutionnelle se mesure non par les discours, mais par les chiffres. Enfin, relier les nations souveraines. Une alliance Sahel-Centre, en cours de négociation, vise à mutualiser énergie, transport et données, car l'autonomie ne signifie pas isolement. Elle commence chez soi pour mieux coopérer ensuite. Cette méthode, lente mais disciplinée, fait du Burkina Faso un laboratoire du possible. Et si elle réussit, elle pourrait redéfinir ce que le mot indépendance signifie pour tout un continent. Dans les ruelles de Faso-Mayo, le soir, les lampes de Yélène diffusent une lumière dorée sur les murs neufs. Les enfants rient, les femmes discutent sur le pas des portes, et les hommes rentrent du travail avec la fatigue paisible de ceux qui ont bâti eux-mêmes leur avenir. Cette image n'est pas une mise en scène, c'est le reflet d'une révolution silencieuse. Chaque brique posée, chaque toit solide, chaque goutte d'eau claire est un acte politique. Ce que le Burkina Faso accomplit, sous la conduite d'Ibrahim Traoré, dépasse les infrastructures. C'est une reconstruction intérieure, un réapprentissage collectif de la valeur du mot liberté. On pensait qu'il fallait des aides pour vivre mieux, il suffisait de croire en ses propres mains. Et dans la clarté des soirs burkinabés, on comprend enfin que la souveraineté n'est pas une promesse lointaine. Elle respire ici, dans la poussière, la sueur et la lumière. Une nation renaît quand son peuple cesse d'attendre. Si cette histoire t'a touché, ce n'est pas seulement parce qu'elle parle d'un pays. Elle parle d'un principe universel, celui de l'homme qui décide de se relever. Le Burkina Faso n'est pas une exception, il est un rappel. Chaque nation qui croit être trop petite pour changer le monde porte déjà une graine de grandeur. Ce que montre Ibrahim Traoré, c'est que la puissance ne réside pas dans la richesse, mais dans la cohérence entre la parole et l'action. La liberté, ici, n'est pas une célébration, c'est un travail quotidien. Et peut-être que ce modèle, né au cœur du Sahel, inspire aujourd'hui une génération entière à faire de même. Construire, soigner, enseigner, transmettre. Car au bout du compte, ce qui définit une nation, ce ne sont pas ses ressources, mais sa volonté de s'en servir. Alors toi qui écoutes, qui regarde, qui doute. Et si la Renaissance commençait simplement par un geste ?